me dit souvent que je ne suis pas la même personne quand j'étais en France et depuis que je suis ici. On me l'a surtout dit les premières années parce qu'il y avait un vrai gap. Je me sens plus à ma place en tant que femme, cheveux frisés, un peu typée. Je me sens plus femme ici que je ne me sentais en France. Sophie Chemla, bonjour. Bonjour Cathy, bienvenue. Très heureuse de vous avoir. Pourquoi tu as décidé de faire ton alia il y a quelques années? Je ne suis pas sûre d'avoir vraiment la réponse à ça. Je crois que c'est la vie qui m'a emmenée ici. Je pense que j'avais ce rêve quand j'avais une vingtaine d'années, mais je devais me marier, j'étais à l'université, c'était plus compliqué. Et il y a 15 ans, après une expérience aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'aller à l'étranger, c'était envisageable. Et qu'il n'y avait rien de définitif en fait. Ce côté rien de définitif m'a permis de venir en Israël. J'étais peut-être aussi plus mûre pour venir en Israël. Je me sentais encore petite fille avant pour venir ici, je ne me sentais pas capable. Donc entre ton affection pour les États-Unis, ton amour pour Israël, il n'y avait pas photo? Ah si, il y avait photo. J'ai même failli retourner aux États-Unis, clairement. En fait, les États-Unis ont été un déclencheur. Et puis un jour, je me suis dit, non mais attends, je ne vais pas retourner aux États-Unis. Là, il est temps d'aller dans l'autre sens. Ça y est, maintenant c'est l'histoire israélienne. Ça y est, il faut y aller. Et je suis venue. Comment tu as réussi à t'intégrer? Quels ont été tes premiers pas ici? Les premiers pas, comme tout Français qui n'a pas la langue, ça a été l'Ulpan. Et puis, volonté de trouver du travail assez rapidement. Je ne voulais pas rentrer dans le parcours traditionnel français, c'est-à-dire travailler avec des Français pour une société française. J'avais cette chance de parler l'anglais, de travailler déjà en anglais quand j'étais en France, et donc de pouvoir intégrer une société ici internationale, même si je n'avais pas encore la langue. Donc je me suis intégrée comme ça, et au fur et à mesure… Par l'anglais en fait? Par l'anglais, parce que l'anglais m'a donné accès au travail. Tu faisais quoi? Du marketing, c'est mon métier, marketing, communication, créa, qui est devenu marketing digital, qui est devenu stratégie marketing, à la high-tech israélienne. Et en fait, la high-tech, c'est très très international. Moi, j'avais un profil international. Donc l'intégration s'est faite d'abord par le travail. Une fois que tu as le pied, que tu es vraiment actif au niveau du travail, tu rencontres des gens, tu te sens partie entière en fait du pays. Tu fais partie de cette société des Israéliens, des Olim, des gens qui sont là et qui sont actifs dans le pays. Pour toi, le travail, c'est un facteur plus fort d'intégration que la maîtrise de la langue? La maîtrise de la langue vient, mais on arrive tous à des âges différents. Et la maîtrise de la langue, elle arrive différemment. Mais elle est importante. Elle est importante, elle est cruciale. Moi, le travail m'a permis d'arriver à la langue et de m'intégrer plus rapidement. Après, on a tous des parcours différents, mais effectivement, la langue, elle est primordiale. Tu n'as pas la même alia avec ou, à mon sens, avec ou sans la langue. Tu es arrivée en quelle année exactement? Je suis arrivée le 6 mai 2009. Ça, c'est une date qu'on n'oublie pas. Ah, c'est la date d'ailleurs. On fait la fête, on le fête, cet anniversaire-là? On le fête, on le marque. On le marque. J'ai déjà du mal à fêter mon anniversaire, donc l'anniversaire d'Alia. Mais oui, le 6 mai arrive chaque fois c'est une date importante. Ouais. Je n'avais rien imaginé. J'avais un idéal, mais j'avais un idéal de vie. Moi, je suis curieuse. J'aime toucher à plein de choses. D'ailleurs, dans mon parcours, on voit, ça peut être l'art, ça peut être l'écriture, ça peut être le travail, ça peut être les gens aussi, ça peut être les styles, ça peut être des inspirations. C'est plein de choses m'intéressent. Et en fait, je ne sais pas si c'est Israël qui m'a permis ou c'est le fait que la maturité qui m'a permis de pouvoir mieux m'affirmer, exaucer des rêves que j'avais et que je n'avais pas fait en France. Mais c'est vrai qu'en parlant avec toi, je me rends compte qu'il y a une liberté ici qu'il n'y avait pas en France, que je n'avais pas trouvée en France et qui m'a permis de compléter des rêves que j'avais et d'aller jusqu'au bout. Alors quoi comme rêve? Nous aussi, on veut rêver avec toi. L'art, ma première expo, 2012. Moi, j'ai fait des études d'art. J'étais en fac d'art plastique. Et puis, toujours ce rêve de me dire, ouais, je ferais bien une expo un jour. 2012, je rentre des États-Unis avec 1 millier de photos et je monte ce projet. Et première expo, Namal Tel Aviv, avec mes photos au container, sur tous les murs du container. Et le container, je suis allée le voir, j'ai montré mes photos, j'ai dit, bon, voilà, ça t'intéresse ou pas? Il me dit, ouais, dans 2 semaines, t'es là, je veux tous les murs couverts. Ok, va faire ça en France.
Sérieux, va faire ça en France. Tu as des process, tu as ceci, tu as rencontré un tel, un tel. Là, non. Après, ça marche pas, mais tu fais les choses. C'est ça qui est tellement particulier. Ouais, ici. tu fais les choses. Tu as les moyens d'aller au bout de ton idée. Et ça, c'est bien. Les gens vont te rencontrer pour savoir qui tu es. Après, ça matche pas. Mais les gens sont curieux de ce que tu peux leur témoigner, de ce que tu peux leur raconter, de ce qu'ils peuvent apprendre, du contact. Les gens sont très curieux de ça ici. Et c'est quelque chose qui m'avait marqué même avant de faire l'ALIA. Le 7 octobre qu'on a tous vécu comme une grande tragédie. Ta vie, on peut dire qu'elle a basculé, en tout cas, elle s'est transformée. Tu t'es pris une grosse claque. On s'est pris une grosse claque ici en tant qu'Israéliens. La francophonie ne rentrait plus en jeu. On était ici, Israéliens, on a vécu les événements et on a eu peur le jour du 7 octobre en se disant mais est-ce que c'est la fin du pays ? Réellement, moi je me la suis posé la question et je me suis rendu compte que beaucoup autour de moi se la sont posées aussi. Donc on a vécu ça sur place. Ensuite, ça a été la prise de conscience de la communauté dans la diaspora. Ensuite, prise de conscience que le monde est en train de changer. Quelque chose de radical s'est transformé depuis le 7 octobre. Le 7 octobre a été déclencheur de quelque chose et on n'en est qu'au début. Mais oui, ça a transformé notre vie. Ça a transformé ta vie au quotidien puisque non seulement tu t'es retrouvée embarquée dans une nouvelle carrière, entre guillemets, ouais. Puisque tu as été fixeuse, tu vas nous raconter, mais tu as aussi écrit un livre de tout ce que tu as vu, quoi. Mon livre. En France, j'ai toujours été très très active dans le milieu communautaire. Arrivé ici, c'est vrai qu'on est plus anonyme en tant que francophone. On n'a pas fait l'université, on n'a pas fait l'armée. En tout cas, à l'âge auquel je suis arrivée, on a moins accès à ça, je trouve en tout cas. C'est plus compliqué. Et cette immense frustration, en fait, le 7 octobre, d'être là, de me dire qu'il y avait quelque chose d'immense qui était en train de se passer dans mon pays, là où je vis, et de rien pouvoir faire. Et j'ai cherché comment être active, comment participer, comment aller voir, comment pouvoir témoigner. Et j'ai rejoint en fait des journalistes qui étaient ici en envoyés spéciaux pour être leur fixeur. J'ai accompagné des journalistes pour être leur fixeur. Et t'avais jamais fait ça ? J'avais jamais fait ça, mais je ne savais même pas ce que c'était. Tu peux expliquer ? Un fixeur, en fait, c'est quelqu'un de local qui va accompagner des journalistes venant de l'étranger pour leur servir de traducteur, les guider sur le territoire, que ce soit un territoire de guerre ou autre, ou territoire problématique, obtenir les autorisations quand il en faut, trouver des sujets, trouver des contacts, faciliter en fait le travail du journaliste qui n'a ni les contacts ni la connaissance du pays. Donc ça, évidemment, t'as appris sur le tas. Complètement. J'ai découvert et puis en fait, encore une fois, on se met des limites souvent. Et là, le fait d'y aller, oui, mais mon hébreu est suffisant, oui. Est-ce que j'ai les contacts ? J'ai pas de contacts. En fait, j'en ai des tonnes. Et puis après, les contacts des contacts. Et on arrive à rencontrer des gens incroyables, à avoir des vrais sujets de fond. Ça, c'était important pour toi, de parler de ce qu'on a vécu ici, d'être vraiment un témoin. Parce que quand on lit ton livre, qui est extrêmement bien écrit et qui raconte vraiment, pas heure par heure, mais disons semaine après semaine, jour après jour, tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre ici et sans édulcorer les choses. Là, c'était vraiment quelque chose que tu avais en toi, tu voulais voir, tu voulais être un vrai témoin. Je voulais être un vrai témoin, mais sur le moment, je n'avais pas réalisé de la portée de ce que j'allais voir, de ce que j'allais découvrir, clairement pas. D'ailleurs, des fois, on s'est retrouvés sur des sites et on n'avait pas du tout envisagé de ce qu'on allait voir. Quand on s'est retrouvé à Abou Kabir, l'Institut médico-légal, on pensait que c'était la morgue, on pensait qu'on allait nous donner des chiffres ou des choses comme ça, mais en fait, non, on s'est retrouvé dans les labos du centre médico-légal, à parler avec les médecins, à parler avec les gens qui étaient là H24 depuis 10 jours. Donc des fois, on s'est vraiment retrouvé dans des situations absolument inattendues. Maintenant, le fait d'accompagner des journalistes, c'était double bénéfice en fait. C'était pour moi la possibilité d'avoir accès à des lieux auxquels j'aurais pas eu accès en tant que civile indépendante, et aussi le fait d'accompagner des journalistes,
pas de les guider, mais en fait, un journaliste, quand tu lui donnes de quoi travailler, il va travailler. Si tu lui donnes pas les éléments, il va chercher et il va peut-être pas trouver des choses intéressantes. Là, les emmener au cœur de la population, rencontrer des Israéliens, parler avec eux, échanger avec eux, ça donnait une dimension humaine à côté de laquelle certains journalistes auraient pu passer si j'avais pas eu cette opportunité de travailler avec eux. Qu'est-ce qui t'a le plus bouleversé? Il y a plein de choses qui m'ont bouleversée. Rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés, ces Israéliens du nord, du sud, des témoins, des victimes, chacun a une histoire. Qu'il soit victime ou qu'il ne soit pas victime, le fait qu'il ait vécu ici en Israël, des gens à Ashkelon, qu'ils aient des choses à raconter, était ultra touchant. Et pouvoir partager ça avec eux, c'était ultra touchant. Après, il y a des lieux incontournables. Berry, c'était marquant. Abou Kabir, c'était perturbant. Les odeurs, tout ça, c'est un ensemble de beaucoup de choses. C'est une période de ma vie qui est là, qui est marquée et qui sera différente de tout le reste. Non seulement différente, mais qui aura un impact sur la personne que je suis en train de devenir. Ça a changé ta vision du pays, ça a changé ta place ici? Ma place ici, oui, parce que ça m'a ancrée un peu plus et un peu mieux dans le pays. Je me sens plus israélienne parce que j'ai été active réellement, parce que j'ai fait des choses que peu ont fait et que j'ai utilisé mon identité d'israélienne pour accompagner les journalistes, pour tout ça. Donc oui, ça m'a ancrée. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé? Ça a surtout changé mon identité en tant que juive. Mais le 7 octobre a changé mon identité en tant que juive. Ces voix qui se sont élevées contre Israël, qui nous ont montré comme l'agresseur alors qu'on venait d'être attaqué dans nos maisons, dans nos murs, dans nos frontières. Comment tu as perçu ça? J'étais pas complètement étonnée, mais je ne m'attendais pas à un tel déferlement, clairement. Maintenant, depuis le 7 octobre, depuis le livre, j'ai continué à travailler, à me renseigner, à rencontrer des gens, à accumuler aussi des informations. Et je me suis rendu compte que c'était à quel point ça avait été orchestré, financé, mis en place. Avec la complicité du monde? Avec la complicité induite ou pas. Beaucoup d'ignorance, beaucoup d'ignorance. D'ailleurs, les journalistes que j'ai rencontrés, pour certains, une ignorance, moi c'est ça aussi qui m'a marquée. On voyait des gens, des envoyés spéciaux qui se font le relais d'une information d'un pays et qui ne connaissent rien à ce pays. Donc il y a une véritable ignorance. Est-ce que c'est suffisant pour expliquer ou excuser? Non, mais ça fait partie de la réalité. Donc témoigner, donner de l'information, donner accès à ce qui s'est réellement passé, c'est une petite pierre amenée à quelque chose de mieux, je l'espère en tout cas. Ça t'a donné envie de faire autre chose au niveau professionnel? De fait, je n'ai fait que autre chose pendant toute l'année. J'ai été fixeuse, j'ai écrit ce bouquin, j'ai participé à un documentaire, je continue à travailler aussi dans ce sens-là, à travailler sur du contenu, donc clairement. Maintenant, est-ce que j'ai envie que ma vie devienne ça? C'est dur. C'est dur et en plus ça, j'ai un métier que j'aime. Alors justement, pour revenir à ton métier que tu aimes, pour donner aussi des conseils à tous ces gens qui, depuis le 7 octobre encore plus qu'avant, imaginent leur futur en Israël, est-ce que tu aurais des conseils professionnels ou des idées, des pistes, des choses à faire pour que ça se passe mieux? Faut bosser. C'est un pays où on bosse. Si on ne bosse pas, on n'y arrive pas. Moi, je suis dans une niche, même si la high-tech, c'est quelque chose d'important en Israël, ça reste quand même une niche. Donc les gens parlent anglais, les gens sont très internationaux, c'est un pays qui est ouvert, qui est ouvert sur le reste du monde. Donc il faut être curieux de ce qui se passe ailleurs et puis comment pouvoir exporter. Je pense qu'il y a de la place aujourd'hui pour la jeunesse. Oui. Déjà parce que je pense que ça va être compliqué pour eux en diaspora. Il y a de la place pour la jeunesse qui en veut. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait la réflexion, qui jusqu'à il y a un an qui disaient « ouais, les jeunes aujourd'hui en Israël, ça ne vaut pas les générations d'avant ». Et qui aujourd'hui disent « waouh,
les jeunes Israéliens viennent de nous donner une leçon phénoménale. Pourquoi? L'armée, leur investissement, ça fait 1 an qu'ils sont en guerre, les gamins. Et ils y vont. C'est dur. Et pas que ceux qui font l'armée, tous ces gamins qui sont déscolarisés, qui continuent à avancer dans leur vie, etc. Donc aujourd'hui, la jeunesse paie un prix phénoménal, mais ils savent pourquoi ils le font. Ils ont des valeurs et c'est ça qui les construit. C'est ça qui leur donne la force. Tu penses que la diaspora est sur la même longueur d'onde que ce qui se passe ici? Pas toujours. Ils ont été extrêmement solidaires. Ils sont super solidaires, mais je fais pas une généralité non plus. Je dis qu'il y a des gamins qui sont peut-être dans un cocon, et encore une fois, tant mieux pour eux. Sérieux qu'aujourd'hui, la jeunesse ici prend tellement que s'il y en a qui ont une jeunesse plus dorée, franchement, tant mieux. Mais je pense pas que ça va durer. Je pense que la situation pour les Juifs en France va s'affirmer. Mais pas que pour les Juifs. C'est-à-dire, il y a un moment où on ne va plus pouvoir dire « je ne sais pas, je m'en fous » ou il y a des prises de position qui vont devoir être prises, qui vont devoir être faites. Il va falloir choisir son camp. Il va falloir, oui, ouais, et dans pas très longtemps. Je pense qu'on a des années devant nous difficiles, mais nécessaires, parce qu'elles vont nettoyer 20 ans de retard de choses qu'on n'a pas vues. Le 7 octobre a été un déclencheur de haine, mais a été aussi un déclencheur immense de prise de conscience de la diaspora. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup aidé, qui ont beaucoup participé, qui sont venus ici en tant que volontaires, mais il y a aussi beaucoup d'actions qui se sont mises en place. Je vois surtout ce qui se passe aux États-Unis et en France, que ce soit des actions légales, que ce soit des actions associatives. Il y a des choses comme ça qui sont la force du peuple juif, qui vont nous permettre de mieux pouvoir nous défendre. Ça, j'en suis intimement convaincue. Qu'est-ce que tu aimerais choisir comme expression ou comme idée pour résumer les années que tu viens de passer ici? Ah, il y a un mot facile, c'est balagan. Non, qu'est-ce que... épanouissement. On me le dit souvent, que je ne suis pas la même personne quand j'étais en France et depuis que je suis ici. On me l'a surtout dit les premières années parce qu'il y avait un vrai gap entre la personne que j'étais en France. Je me sens plus à ma place en tant que femme, cheveux frisés, un peu typée. Je me sens plus femme ici que je ne me sentais en France. Quand tu dis épanouissement, il y a une idée comme ça de calme intérieur. Ouais. Et pourtant, tu dis aussi balagan. Donc, Mais oui, parce que ça va dans tous les sens. Mais c'est moi aussi, c'est pas simplement que le pays, mais tout va tellement vite. Et je veux rien rater, donc obligatoirement, c'est intense. Ouais, peut-être intense, voilà, le mot, intense. c'est sans regret? C'est la maison. Moi, je me projette plus en France. C'est mon identité, je suis française, réellement. Mais je suis française avec toutes ces aspérités, tous ces suppléments israéliens et que j'avais peut-être déjà avant de partir, avant de venir ici. Côté un peu bohème, un peu détendu, voilà, viens on fait les choses, ça me ressemble mieux.